Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, pas de portable avant 11 ans, pas d'accès à Internet avant 13 ans. C'était quelques-unes des propositions choc de la commission d'experts chargée par Emmanuel Macron d'évaluer l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans. Mais comment développer une nouvelle culture de l'attention ? Eh bien, on va poser la question à Florent Forestier, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warret, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est un anniversaire, celui des 100 ans de la disparition de Franz Kafka. Alors, il faut attendre le lycée pour le rencontrer dans les programmes. C'est en littérature et en philo, mais quelle belle rencontre. L'heure de la récré est toujours avec Brandon, récré piscine et piscine de compétition. Brandon a lu le portrait de la toute jeune nageuse Maïcha Sadi dans Mon Quotidien. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier et son cours particulier. On sonne le rappel aujourd'hui pour que les jeunes votent aux élections européennes. C'est le 9 juin. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. Nous avons été bousculés face aux stratégies de captation de l'attention des enfants, devenues une marchandise à monétiser et alarmés par certaines représentations de la femme, par exemple. C'est un témoignage du psychiatre addictologue Amin Benyamina, témoignage publié dans le journal Le Monde. Il était coprésident du groupe d'experts qui a remis fin avril à Emmanuel Macron un rapport sur les jeunes et les écrans. Alors, comment développer une nouvelle culture de l'attention ? Eh bien, c'est la question que pose le passionnant ouvrage que publie chez Odile Jacob, Stéphana Broadbent, Mehdi Kamassi, Célia Zolinski et Florian Forestier. Florian, bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite sur School TV. Vous êtes docteur en philosophie et écrivain, spécialiste notamment des questions de régulation numérique. On va essayer de comprendre les mécanismes de l'attention et leur exploitation. Mais juste avant, si on en parle, c'est bien qu'il y a une économie de l'attention, un système où l'attention est une ressource rare, exploitée, monétisée d'ailleurs, comme le disait Amin Benyamina. Mais pour bien poser les choses, l'attention, d'un point de vue cognitif, c'est quoi ? Alors, ce qu'on sait, c'est que l'attention, d'une part, c'est une fonction. C'est une fonction qui est isolable, qui sert essentiellement à trier les flux d'informations pour leur capacité de traitement par rapport au cerveau. Mais c'est à la fois une fonction isolable, mais une fonction qui participe de l'ensemble de notre fonctionnement. C'est-à-dire, c'est une fonction qui a des limites, qui a une limite de bande passante, mais qui module vraiment l'intégralité de notre expérience. Elle colore notre expérience du monde, elle est partout, c'est elle qui détermine les degrés de disponibilité, de tension, d'ouverture au monde. Vous vouliez préciser quelque chose ? Non, mais donc c'est quelque chose d'à la fois très spécialisé et en même temps de très diffus et général. C'est ça. Et alors ça, c'est une réponse sur ce qui se passe dans notre cerveau au niveau de l'individu. C'est un mécanisme individuel. Mais vous expliquez aussi, dès l'introduction d'ailleurs du bouquin, que c'est aussi un mécanisme social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ce qu'on sait, c'est que l'attention, d'une part, se développe beaucoup de manière intersubjective et collective, et qu'en même temps, elle est vraiment une des bases de la possibilité de l'intersubjectivité et de la socialité. Il y a tout un thème qui est celui de l'attention conjointe. Du rapport aux autres, pour le dire en d'autres termes, oui. Hein, c'est ça. Il y a tout un thème qui est celui de l'attention conjointe. Alors l'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est le regard. C'est les jeunes enfants qui non seulement regardent un objet, mais se rendent compte que quelqu'un d'autre, souvent un adulte, le regarde aussi, et le regarde en sachant que l'adulte regarde, et il y a une relation qui se construit comme ça. Ensuite, il y a toutes sortes d'autres formes d'attention conjointe, par le son, parfois ça se fait à distance, mais c'est vraiment une des modalités par lesquelles une relation plus ample se construit, par lesquelles le monde devient commun. Et ça se construit avec les autres. Vous ouvrez le livre en parlant des casinos. En quoi cet exemple est-il parlant ? Alors, l'exemple est parlant parce que le casino, ne serait-ce que par son architecture, c'est un immense espace qui est fait pour qu'on s'y égare, pour qu'on y perde la notion du temps, qu'on y perde même la notion de notre volonté. Donc, on y erre. Et cas échéant, la notion de notre compte en banque. Oui, mais justement, parce qu'on y erre et ensuite, on est exposé à toutes sortes de sollicitations qui vont nous permettre de perdre de l'argent. Alors, ça, c'est les machines à sous, mais c'est pas que ça. Il y a toutes sortes de commerces dans le casino. Et les réseaux sociaux, ça fonctionne un peu comme ça, mais à la différence que le casino, au moins, on sait qu'on y est rentré, alors que le réseau social, c'est un casino invisible, portatif, et en plus, c'est un casino dans lequel on est quasiment obligé de rentrer pour faire toutes sortes de choses, parce que ça devient l'interface obligée pour accéder au monde, alors que le casino physique, on n'a pas besoin d'y aller si on veut rencontrer nos amis, on n'a pas besoin d'y aller si on veut faire nos courses. Donc c'est un casino puissance 10, c'est ça, invisible et qui devient nécessaire, qui devient l'interface indispensable à l'accès au monde. Sachant que dans le casino puissance 1, le casino physique, ça fait belle lurette que les personnes qui exploitent, qui conçoivent ces casinos savent comment exploiter nos biais cognitifs pour créer des mécanismes compulsifs. Les concepteurs des sites internet et des réseaux sociaux le savent aussi. C'est quoi vous dites que les designers d'interface ont un tas de trucs pour orienter, pour capter l'attention. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup dire qu'ils le savent.
ils expérimentent, ils construisent petit à petit, ils ont une vague idée de ce qu'ils veulent faire. Et puis, ils s'appuient sur des connaissances cognitives. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il y a des mécanismes de fonctionnement un peu automatiques du cerveau, des circuits de prise de décision, des circuits de tri de l'information. Par exemple, on sait que selon la manière dont l'information nous arrive, si la sollicitation est rapide ou pas, on va avoir une réponse réflexe ou une réponse réfléchie. Donc, système 1, système 2, c'est toutes les recherches en neurosciences depuis des années. Donc c'est une des manières de solliciter le système 1 parce que c'est le système réactif. Une autre façon, c'est que le réseau social va nous donner une page qui a un défilement infini parce qu'on a une tendance comme ça à être pris dans le flux et à laisser défiler et à perdre la notion de notre du temps c'est le flow, c'est ce qui est recherché d'ailleurs chez le joueur au casino, c'est ce qui est recherché chez l'utilisateur de réseaux sociaux. Je parlais de design d'interface, il y a ce qu'on voit, ce qu'on peut décrire quand on regarde un site internet, un réseau social. Il y a aussi ce qu'on appelle les dark patterns, les schémas cachés. Alors les dark patterns, ce sont des interfaces qui nous font prendre, sans qu'on s'en rende compte, des décisions qui souvent nous sont défavorables. Par exemple, on clique sur quelque chose en croyant qu'on sort de la page et en réalité on s'abonne. Ou alors on clique en pensant... c'est toutes les cases qui vont être précochées et on pense qu'elles ne le sont pas. Et, donc, et en fait, elles le sont. On répond non et en réalité, on répond oui. Et on libère des droits sur qui on est, etc. etc. Pour une nouvelle culture de l'attention de Stéphane Broadbent, Florian Forestier, Mehdi Kamassi et Célia Zelensky. C'est chez Odile Jacob, ça vient de sortir. On va continuer à en parler pour reposer notre attention avant de passer à autre chose, l'anti-sèche. Ça va quand je vous décris comme reposeur d'attention? Moi, ça va très bien. Alors maintenant, on change de système. Vous restez en système, allez, système 2 avec nous. Vous avez le temps de réfléchir. Pour cet anti-sèche anniversaire aujourd'hui, on célèbre le 3 juin les 100 ans de la disparition de Franz Kafka. Oui, c'est l'un des auteurs, l'un des écrivains les plus influents, les plus importants du XXe siècle. On l'adore, on l'étudie au lycée, on l'étudie à la fac, on ne l'étudie pas au collège dans les programmes, mais on commence à s'y intéresser. Donc Franz Kafka qui est né donc, le 3 juillet 1883 à Prague, pas très loin du château. Il y a d'ailleurs un musée que vous pouvez aujourd'hui visiter, tout petit musée absolument magnifique. Donc dans une famille germanophone, donc bourgeoise, une famille juive. Son père Hermann, lui, est un commerçant très autoritaire, dominateur. Franz a 5 frères et sœurs. La famille vit dans un appartement au-dessus du magasin donc du père, dans le centre de Prague. Et tout petit, Franz, lui, souffre de cette domination de son papa. Lui, il est sensible, il est assez introverti, et son papa est tout l'inverse. D'ailleurs, il va décrire cette relation familiale extrêmement compliquée dans Lettres au père en 1919. 1906, donc il étudie le droit, il est diplômé de droit donc à Prague. Il commence par travailler dans plusieurs compagnies d'assurance. D'ailleurs, il travaillera tout au long de sa vie dans des compagnies d'assurance. Il prendra sa retraite anticipée en 1922. Ça sera vraiment son vrai travail, son seul travail le jour, parce que la nuit, monsieur travaille. La littérature, c'est sa passion, c'est sa seule passion. Il écrit énormément. Si on veut résumer les grandes œuvres de Kafka, on a bien sûr la Métamorphose en 1915. C'est l'un de ses plus grands travaux. Vous résumez? Oui, rapidement. On a un homme qui s'appelle Grigor Samsa qui se réveille après une nuit agitée un jour et il se transforme en quoi? En insecte. En insecte, effectivement. Alors lui, ça ne l'étonne pas, ça ne le choque pas, mais la mort au fil des mois de cet homme provoque un grand soulagement de sa famille. Et là, on a Kafka qui va explorer les thématiques extrêmement fortes que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes les œuvres de Kafka. C'est la perte d'identité, l'aliénation, les relations difficiles avec sa famille. Il y a une part d'autobiographie dans cette œuvre, haute œuvre majeure. Vous l'avez sans doute, c'est le procès, c'est 1925 qui est publié à titre posthume. Et il commence l'écriture à l'été 1914, alors que la Première Guerre mondiale vient d'éclater. Et c'est donc un roman dans lequel on suit ce personnage, Joseph K., un homme ordinaire qui est arrêté sans motif le jour de son 30e anniversaire. Oui, c'est la meilleure œuvre de Kafka. Si vous devez choisir une seule, c'est celle-ci, je vous la recommande. C'est celle d'Emmanuel et de moi-même. Donc oui, il évolue, cet homme, dans un univers totalitaire où la justice semble absente, avec les femmes qui sont réduites à un rôle purement érotique. D'ailleurs, on les retrouve dans la plupart des œuvres de Kafka. Joseph finit par mourir dans une carrière déserte, égorgé par des bourreaux. Et dans cette œuvre, il y a une critique, là aussi, et surtout dans cette œuvre, de la bureaucratie, de l'absurdité du système juridique. Autre œuvre importante, Le Château, qui sera également publié à titre posthume en 1926. Là, on suit l'histoire de K, un arpenteur qui lutte pour accéder à une autorité insaisissable dans un château. Et là aussi, on a toujours ces thèmes de l'absurdité, du système juridique, de la bureaucratie et de l'isolement, de la quête inutile aussi de la reconnaissance. Depuis les
années 1915-1917, Kafka, lui, est malade, il est atteint de tuberculose, sa santé qui décline au fil des mois, qui va avoir aussi un impact sur sa santé mentale et sur ses œuvres. Il se rend dans de nombreux sanatoriums, dans des maisons de repos. Sa maladie a donc un impact et en 1924, il passe ses derniers mois donc, dans un sanatorium de Kirling, près de Vienne. Sa tuberculose l'empêche donc de manger normalement. Il meurt le 3 juin 1924 à l'âge de 40 ans, donc il y a 100 ans jour pour jour. Son corps est donc rapatrié à Prague, enterré dans le cimetière juif familial et avec sa mort. On devrait ne pas lire son œuvre. Et oui, exactement, parce qu'il dit à son ami, il lui dit « Promets-moi de ne surtout pas, Max Brod, effectivement, et qui est chargé en fait d'organiser toute sa littérature. S'il te plaît, tu ne partageras pas, tu ne diffuseras pas mes œuvres. Fais-moi la promesse, très bien. » Max Brod promet. Et oui, il promet. Et grâce à cet homme, eh bien, on peut accéder encore aujourd'hui à l'œuvre magistrale de Kafka, notamment Le Procès ou encore Le Château encore aussi, voilà. Et La Métamorphose. Exactement. Merci beaucoup. Je vous entendais acquiescer, Florian. Parce que vous êtes écrivain aussi, vous faites de la littérature. Oui, c'est Mes labyrinthes, votre dernier livre Un Cibot bleu. Un Cibot bleu. Mais ce qui est fascinant chez Kafka, moi, c'est le fait que le protagoniste ne se pose pas de questions sur ce qui lui arrive. Dans le procès. Mais bah oui, pas oui, procès, il est pris dans le... Même dans la métamorphose, ou dans la colonie pénitentiaire. Ce sont des processus complètement invraisemblables, mais il accepte, il est passivement, il les assume, et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant, je trouve. Et c'est la question qu'on se pose lorsqu'on lit... Allez, on transforme son émission sur Kafka. Allez, on y va. Lorsqu'on lit La Métamorphose, on se pose la question, mais pourquoi ça n'étonne pas lui-même? Bien sûr. On a envie de le secouer en permanence. Oui, exactement. Merci beaucoup, on se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Merci beaucoup. Florian Foresti, on reparle de la culture de l'attention. Sciences cognitives, design, philosophie, droit, le livre que co-signe Florent Forestier croise les regards et les disciplines pour nous faire comprendre ce qui se joue quand nous scrollons sur les réseaux sociaux. Une pratique qui a des effets individuels, mais des effets aussi collectifs, massifs. Le déploiement de ce marché de l'attention, il a plein d'effets, vous les décrivez. Vous faites notamment le lien entre l'économie de l'attention et le capitalisme de surveillance. Si vous pouvez nous expliquer ça. Alors l'idée de capitalisme de surveillance, qui est surtout défendue par Shoshana Zuboff, c'est le fait de dire que... L'idée générale, c'est de dire que le capitalisme cherche toujours de nouveaux marchés et que la nouvelle terre promise du capitalisme, c'est devenu la vie personnelle. C'est devenu le détail de la vie personnelle. Et grâce aux données, le détail de la vie personnelle peut se marchandiser, peut se monétiser. Mais que ça implique un suivi de plus en plus fin, de plus en plus détaillé, scrupuleux, oui, c'est ça. Scrupuleux, méthodique de tout ce qu'on fait. Et donc que derrière l'ensemble de l'écosystème numérique, derrière les plateformes, il y a cette idée de surveillance, d'orientation très très fine. D'autres personnes parlent aussi de management algorithmique ou de gouvernance algorithmique. On collecte des données, à la nanoseconde près d'ailleurs. Et on fait en sorte d'engager le plus possible les usagers dans ces systèmes. On les fait réagir, on fait en sorte qu'ils soient toujours en train d'interagir avec ces systèmes pour collecter plus de données. Autre conséquence, les réseaux sociaux, vous le dites, menacent l'espace public démocratique. Je signalais les élections à venir, élections européennes. On est déjà en quête, on essaie de détecter d'éventuelles manipulations via les réseaux sociaux, notamment de certaines puissances étrangères. C'est un vrai enjeu, ça. C'est une grande question, parce que c'est très difficile de distinguer, de déterminer à quel point c'est nouveau, quelle est exactement la nouveauté de ce qui se passe avec les réseaux sociaux par rapport aux anciens médias. Si on faisait des études sur un siècle, ça serait très intéressant, mais justement, on n'a pas encore les aliments pour ça. Mais en tout cas, ce qu'on soupçonne, c'est que les réseaux sociaux, ils vont agir en particulier sur la polarisation. Alors, sans doute plus une polarisation qu'on appelle affective. C'est-à-dire, c'est pas tant que les idéologies se modifient, que le rapport aux idéologies devient de plus en plus dur. Et un autre point... On tolère de moins en moins les autres. C'est ce que aussi Giovanni d'Ampoli décrit dans Les ingénieurs du chaos. C'est tout ce qui a essayé qui a participé au Brexit, à l'élection de Trump, etc. C'est que non seulement on n'est pas d'accord, mais on se hait quand on n'est pas d'accord. Puis une autre chose aussi, c'est que les réseaux sociaux vont tendance à faire disparaître un peu les référents collectifs et partagés. Alors, il y a un concept qui est très discuté, qui est celui de bulle de filtre. Ce seraient les gens qui seraient des groupes qui seraient enfermés dans des biais de confirmation, dans des groupes qui pensent la même chose. Je ne suis qu'avec des gens qui pensent comme moi. Alors ça, c'est très discuté, parce qu'on n'est pas sûr que les réseaux sociaux aient vraiment créé quelque chose de nouveau par rapport à ça. Mais ce que les réseaux sociaux ont sans doute créé, c'est une sorte de disqualification de tout ce qui était la statistique publique, les références publiques. Donc il y a une sorte de disparition de ce à quoi on pourrait se raccrocher. Disparition des communs, finalement. On va en parler parce que ça fait partie des solutions que
vous avancez, mais on le fera en fin d'émission si vous voulez bien. Votre hypothèse avant, c'est que si les utilisateurs prennent conscience de ces automatismes, ils pourront un petit peu les réguler, un peu se réguler. Alors ça fait partie des solutions, sachant un de nos grands points tout de même, c'est qu'on ne peut pas faire tout reposer sur l'utilisateur et sur l'individu, parce que c'est le piège dans lequel les réseaux sociaux veulent nous faire entrer, c'est de rendre l'individu responsable de décisions, alors même qu'il est seul face à un système qui fait tout pour qu'il prenne d'autres décisions. C'est ça, en lui faisant croire qu'il est libre alors qu'au fond il ne l'est pas. Donc quand on parle de redonner à l'individu une capacité de réflexivité, de distance, c'est toujours de manière collective, c'est toujours par des dispositifs collectifs. Mais ensuite, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a quand même deux grands aspects que les réseaux sociaux dans leur fonctionnement actuel ont tendance vraiment à aliéner, qui est la réflexivité par rapport aux axes par rapport aux décisions et aux actes qu'on fait, et plus généralement l'autonomie. La réflexivité parce que ça tend... C'est le truc qu'on dit au début, c'est le système 1, quoi. C'est oui. la réaction immédiate, je ne prends pas le temps de la réflexion. Et donc si on induit des frictions, si on permet d'avoir une interaction avec l'objet lui-même qui sert de médiation, ça permet de remettre de la distance. Et là encore, c'est de la distance, c'est à la fois individuel, mais c'est aussi d'avoir des possibilités par des groupes de discussion, par toutes sortes d'informations qu'on recevrait à l'extérieur, de prendre cette distance. Et puis l'autonomie, la liberté, c'est la capacité à se construire, à se projeter dans le temps un peu long. Ce sur quoi on insiste, c'est que les automatismes et la liberté ne sont pas du tout antinomiques. La liberté, ce n'est pas l'acte libre qui surgit à un moment donné, c'est la capacité à construire nos propres automatismes de manière à ce que nos réactions instinctives correspondent grosso modo à ce que nous voulons être et ce que nous voulons afficher. Et or, les réseaux sociaux jouent toujours sur nos automatismes de manière instantanée, de manière... Ils essaient de nous empêcher de faire ça. Les plateformes, pourtant, elles prétendent aider à réguler, elles prétendent se réguler elles-mêmes, mais vous avez l'air très dubitatif dans le livre. Alors, mais l'autorégulation ne fonctionne pas forcément, ne serait-ce que parce qu'il y a une immense asymétrie d'informations. Les plateformes sont à la fois les seules à disposer des données, de la connaissance et des instruments. Donc c'est un marché un peu de dupes. C'est quelque chose, d'ailleurs, on retrouve des similarités avec ce qui a eu lieu dans d'autres secteurs, dans le secteur bancaire en particulier, où on se rend bien compte que la première condition d'une régulation qui soit internationale, c'est des mécanismes forts qui assurent la transparence, qui assurent l'accès à l'information. Ensuite, les plateformes, elles prétendent aussi se réguler en donnant à chacun des moyens de contrôler le temps. Mais là, c'est ce que vous avez dit vous-même, en disant on fait peser sur l'utilisateur une responsabilité qu'il est finalement... Enfin, il n'est pas en état de... Ça, c'est le premier biais. En état, mais c'est compliqué. Oui, c'est le premier biais. Puis il y en a un autre, c'est que les plateformes vont avoir tendance à transformer les modes de comportement. C'est-à-dire, on va sortir d'un mode de comportement addictif, mais on va passer à un mode de comportement où on exploite totalement son temps et qui a l'air de soutenir la liberté, mais qui ne la soutient pas forcément plus. C'est une autre prison, finalement. C'est une prison de rentabilisation. C'est ça. Donc, c'est biaisé aussi. Comment aller vers une nouvelle culture de l'attention? Que faire de ces réseaux sociaux qui nous épuisent? C'est le sous-titre du livre chez Odile Jacob que co-signe Florent Forestier. Si vous voulez bien, on se retrouve juste après la récré. Une récré aquatique aujourd'hui. Oui, on a piscine. Et oui, on a piscine. Mais on a piscine avec une future, Oui, on n'en sait rien. Pas avec nous. Hein. En tout cas, avec une compétitrice des JO. Eh bien oui, bien sûr, c'est notre partenaire, le groupe Playback, qui nous apprend cette petite histoire dans l'édition Mon Quotidien du 29 mai. Et donc, alors ça aurait pu être une histoire bleu, blanc, rouge, malheureusement, ça ne l'est pas encore. Et donc alors l'histoire qui est assez incroyable, c'est cette jeune fille, elle s'appelle Maïcha Saadi, elle a 17 ans. Et elle va participer, vous le dites, donc, aux Jeux Olympiques cet été, donc en natation. Alors vous allez me dire, bon, 17 ans, aujourd'hui, c'est de plus en plus jeune. Chez les athlètes, ça arrive. Sachant qu'on commence très tôt, à 3-4 ans, et puis on s'entraîne des heures et des heures très tôt. Là, sauf que, elle a commencé la natation il y a 3 ans. C'est dingue. Enfin, la natation à un niveau important, parce que sans doute qu'elle s'est nagée depuis très longtemps. En fait, tout commence, elle est franco-comorienne, il faut le dire, donc elle vit aux Comores avec sa famille, et un jour, elle participe à l'automne de 2021 à une compétition locale. Sa maman a déjà participé au niveau national donc, de la natation. Et là, c'est vrai que son résultat, qui est de 33 secondes aux 50 mètres, pour vous donner une idée, le record du monde, c'est 23 secondes. Et là, sa prestation est effectivement remarquée, record national de son âge. Et donc, on lui dit, parce qu'il y a quand même un principe de l'universalité dans l'olympisme, donc les pays qui n'ont pas les infrastructures nécessaires peuvent participer aux Jeux Olympiques. Ça lui permet de participer. Elle veut s'entraîner à un haut niveau, donc elle arrive en France, elle est franco
franco-comorienne et elle s'installe en hiver. Tout ça, c'était en septembre 2023. Donc depuis septembre 2023, elle est installée en France et elle va participer aux Jeux Olympiques cet été. Quelle compète? 50 mètres. Le 50 mètres, ce sera le 3 août Nage à la libre. Défense Arena. Comment? Nage libre. Nage libre, effectivement, 50 mètres. Donc pour les Comores, peut-être pour la France un jour, puisqu'elle est franco-comorienne, et donc peut-être qu'elle battra, on ne sait pas, le premier tour dans un premier temps. Son rêve, c'était déjà de participer aux Jeux Olympiques. Elle a un autre rêve aussi, c'est de rencontrer son idole. Alors c'est pas la Sarah Sjöström, la championne du monde du 50 mètres, c'est un tennisman, c'est Novak Djokovic. Voilà, donc peut-être qu'elle le rencontrera. Roland Garros, ça peut en tout cas, c'est incroyable. 17 ans et de participer aux Jeux Olympiques. Nous, si on veut la voir nager? Oui, c'est le 3 août, la Défense Arena, donc à 8h du matin. 50 mètres nage libre femme. Et peut-être pas le dernier tour. Merci beaucoup pour une nouvelle culture d'attention. Le grand oral, Florent Forestier. 50% des adolescents américains disent être en ligne sur divers réseaux sociaux en permanence, apprend-on dans le livre que co-signe Florian Forestier. Le sous-titre renvoie directement à ce phénomène. Que faire de ces réseaux sociaux qui nous épuisent? On explore pistes et solutions. Alors il y en a une sur laquelle vous semblez miser, ce sont les plateformes collaboratives. Vous dites que ça peut être une solution face aux problèmes d'attention. C'est quoi et en quoi ça peut aider? Alors l'idée des plateformes qu'on appelle collaboratives, c'est de changer le mode d'interaction. Alors une des premières choses sont des plateformes qui permettent de rendre visible l'attention et le parcours intellectuel des gens avec qui on interagit. Alors, on voit déjà des embryons de ça dans des choses aussi diffusées que les Google Docs, par exemple, parce que quand on travaille, que les Google Drive, pardon, parce que quand on travaille sur un document collaboratif, mais on voit qu'une autre personne est en train d'y travailler aussi, et ça permet déjà de donner un aspect d'intelligence collective un peu plus élaboré. Alors, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin sur ça, parce qu'il y a un certain nombre d'expérimentations qui permettent d'aller beaucoup plus loin et de construire des dispositifs qui permettent vraiment de construire de l'organisation commune. Alors, moi, je peux donner un exemple qui est un peu hors réseaux sociaux, qui est plutôt dans le domaine des développeurs informatiques. Il y a une start-up qui s'appelle Starting Box, qui a construit qui construit des interfaces qui permettraient à des groupes de développeurs de se créer l'équivalent d'une entreprise, entre guillemets, de l'infrastructure de communication d'une entreprise, mais de manière provisoire, pour pouvoir prendre en charge des grands projets. Donc ça leur donnerait toute la capacité d'organisation, toute la structure d'interaction, sans avoir besoin de créer l'entreprise, ils font ça sur la plateforme. Sans avoir besoin de créer l'entreprise. Donc c'est vraiment la plateforme au service d'un enrichissement des modalités d'interaction, des modalités de compréhension, d'échange. Et là, on est bien dans le lien, on est bien dans les relations interpersonnelles, ce qui est menacé, on le disait en début d'émission, par le fonctionnement actuel d'Internet et des réseaux sociaux. On a parlé des effets délétères du design de l'attention. Est-ce qu'à contrario, il y a des principes de design qui, eux, favorisent la collaboration ou permettent de ne pas se faire complètement embarquer dans le vortex? Il y a une des choses, en tout cas, qui nous semble très importante, c'est ce qu'on appelle les frictions désirables. C'est que le design fasse en sorte qu'on ne soit pas amené à vouloir se laisser aller, mais qu'on soit amené à vouloir prendre du recul. Parce que un de nos chevaux de bataille, c'est le fait de donner plus de prise aux usagers sur les plateformes en général. Alors, on y reviendra, on parle de droit au paramétrage, de tout ça. Mais le problème, c'est qu'évidemment, en général, les usagers n'ont pas forcément envie d'exercer leurs droits parce que c'est fatigant. Donc l'idée, c'est d'avoir un design qui donne envie de prendre prise sur la plateforme. Un design qui donne envie de ne pas être passif, mais qui donne envie d'être actif. Un peu de nudge pour faire tout ça. Dernière question, Florian Forestier, on parle des réseaux sociaux. Le nouveau défi, c'est le déploiement tous azimuts des IA génératives qui pourraient démultiplier les possibilités de manipulation, dites-vous. L'histoire avance encore plus vite que la régulation. Oui, sur les IA génératives, que ce soit les deepfakes, que ce soit le fait qu'il va y avoir des possibilités d'interface en direct qui vont être immersives, c'est vertigineux. Oui, il y a un vrai sujet, et c'est d'autant plus, ça implique d'autant plus le besoin de régulation. Vous plaidez donc pour une politique culturelle de l'attention. Oui. Si je vous donne Mais 30 secondes, puisque vous avez fait très court sur les IA, et je vous en remercie. Ouais. L'idée de la politique culturelle de l'attention, c'est de ne pas fonctionner seulement sur la régulation, mais de se demander quels sont les comportements, quelles sont les qualités désirables qu'on essaie de prôner, et à partir de là, de penser à la fois des dispositifs techniques de l'aide économique qui permettent de soutenir cela. Donc on parle de l'autonomie, on parle de la réflexivité, on parle de la discussion publique.
Stéphana Broadbent, Florian Forestier ici présent, Mehdi Kamassi, Célia Zolinski, 4 plumes, 8 mains pour une nouvelle culture de l'attention. Que faire de ces réseaux sociaux qui nous épuisent, c'est chez Odile Jacob. Vous restez avec nous, on va regarder du côté des élections européennes et de ce qu'on peut faire pour que les jeunes votent. Les y inciter avec Marie-Olivier. Merci beaucoup. Merci. Marie-Olivier, cours particulier. Cours particulier, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, on parle des élections européennes et de l'implication des jeunes à travers le continent. Oui, du 6 au 9 juin, en fin de semaine, auront lieu, comme tous les 5 ans, les élections européennes. En France, c'est ce dimanche 9 juin que se rendront aux urnes les citoyens en âge d'aller voter. Combien sont-ils ces électeurs et pourquoi et pour qui vote-t-on ? Alors, de jeudi à dimanche, ce sont 360 millions de citoyens européens qui pourront donner leur voix à un représentant du Parlement européen pour les 5 prochaines années. Les lois passées au Parlement européen affectent bien des aspects de notre vie quotidienne, que ce soit l'environnement, la sécurité ou encore l'économie. En France, par exemple, pour vous donner une idée, environ 20% des lois passées au Parlement sont en fait des lois issues des décisions de l'Union européenne et ça va même jusqu'à 40% des lois en ce qui concerne la pêche ou l'agriculture. Et les jeunes représentent une part importante des votants à l'échelle européenne. Exactement, ils seront 21 millions de primo-votants et certains pays ont même abaissé l'âge légal du vote pour cette élection. En Grèce, les gens peuvent voter dès 17 ans. Et en Belgique, à Malte, en Autriche ou en Allemagne, les jeunes de 16 ans pourront voter lors de ce scrutin. Les propositions qui sont faites parfois également en France. Est-ce qu'elles sont importantes pour les jeunes, ces élections ? Ça leur parle ? Oui, et pour tout le monde, évidemment, elles sont importantes, mais la jeunesse est par exemple plus intéressée par le changement climatique. Lors de la dernière élection européenne, il y a une étude qui est sortie auprès de 11 000 jeunes européens qui avait montré que près de 70% d'entre eux jugeaient que la priorité principale pour l'Union européenne, c'était de protéger l'environnement et de lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est d'ailleurs par la montée des préoccupations écologiques de tous les votants et par la mobilisation quelque peu inattendue, dernière minute, de ces jeunes pour se rendre aux urnes que les observateurs avaient nommé cette élection la première élection climatique. 2019. Oui. Mais est-ce qu'on est sûr aujourd'hui d'un réel engouement des jeunes pour aller voter ? Ça fait toujours débat. Alors non, pas vraiment. Pour le moment, les sondages prévoient une forte abstention chez tous les citoyens. Seuls 44% des citoyens français en âge de voter se rendraient aux urnes ce dimanche. Et tenez-vous bien, chez les jeunes français de 18 à 34 ans, la part de ceux qui n'iraient pas voter atteindrait les 76%. Vous nous avez dressé le paysage, mais alors que faire pour les mobiliser, ces jeunes ? Il y a un petit nombre d'initiatives mises en place ces derniers mois et ces dernières semaines à travers l'Europe. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant l'utilité de ce scrutin qui paraît un peu flou et peu tangible parfois pour les jeunes. L'Union européenne elle-même a lancé une grande campagne qui s'appelle « Utilisez votre voix » avec des pages web très simples qui répondent aux questions basiques. Que sont les élections ? Pourquoi voter ? Quand voter ? Comment voter ? Et la campagne montre aussi l'importance du vote par un dialogue intergénérationnel sur l'importance de la construction européenne et de la démocratie. Regardez ces grands-parents qui parlent à leurs petits-enfants. Si je peux laisser un message avant de partir, vivez la démocratie. Entendez-vous les uns les autres. Passt gut auf die Demokratie auf, wenn ich nicht mehr bin. Je to na mě a je to na nás, na naší generaci. V Evropě. Émouvant passage de relais entre une génération qui a connu la guerre et une autre qui est née en paix mais qui évolue dans un monde en guerre. C'est ça, cette vidéo est vraiment adressée aux jeunes pour les sensibiliser, même s'il existe de grandes disparités au sein des jeunesses, que ce soit en termes d'opinion ou de participation selon leur origine sociale, leur éducation, etc. En tout cas, des initiatives existent aussi au sein des pays de l'Union européenne pour sensibiliser ces jeunes à l'importance de ces élections pour leur avenir. Super, moi j'ai un truc pour aller voter, il faut regarder la série Parlement aussi. Sur France Télévisions, ça donne une belle idée du fonctionnement des institutions européennes. Florian Forestier, l'émission touche à sa fin, on ne va pas abuser de l'attention de celles et ceux qui nous regardent. Je redonne juste le titre de votre bouquin pour une nouvelle culture de l'attention, c'est chez Odile Jacob. Et puis si on va sur son moteur de recherche préféré, on découvre que vous êtes également romancier et que vous publiez de la fiction. Marie, merci beaucoup, merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec, assistée par Pénélope Day pour la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui. Avec au son Thibaut Goury-Lafont, Mani Pezeshka à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais système 1, système 2, réflexivité, toutes ces choses-là.